Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 leçons de vie que j'aurais aimé connaître à 18 ans. La plupart de ces concepts, je les ai appris grâce à des échecs et des moments de doute au cours des 6 dernières années, pendant lesquels dans ma vie d'investisseur, j'ai réussi à me créer un patrimoine de 12 millions d'euros. Et en fait, je suis persuadé que la clé du succès dans la vie, c'est d'apprendre de ses échecs, bien sûr, mais surtout d'apprendre des erreurs des autres. Ces recettes, elles concernent tous les versants de votre vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et je vous conseille dès maintenant de les mettre en place si vous voulez réussir, quel que soit votre projet. Allez, c'est parti. Leçon numéro 1, apprendre à apprendre. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir l'école, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. Parce qu'on va pas se mentir, le théorème de Pythagore, vous allez pas vous en servir beaucoup dans votre vie. La capacité à mémoriser une information rapidement et efficacement, c'est pour moi la clé pour réussir, peu importe le domaine. D'ailleurs, le célèbre scientifique Albert Einstein définit l'intelligence comme étant le nombre de connaissances multiplié par la capacité à les utiliser. En clair, plus vous avez de connaissances et plus vous aurez de possibilités pour réfléchir. Et plus vous travaillez votre capacité de réflexion et la manière de manier les informations à l'intérieur de votre tête, et plus votre intelligence au global sera importante et surtout performante. Et donc la meilleure astuce que j'aurais à vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous apprenez un concept, une idée, une manière de faire, mettez-la le plus rapidement possible en application pour entraîner votre cerveau à utiliser ce qu'il a appris et non pas à le mettre dans la case des oubliettes. En plus de ça, j'aurai 4 concepts clés à connaître afin de multiplier vos capacités d'apprentissage. Concept numéro 1, l'opposition entre la concentration et la distraction. En fait, il faut savoir que le cerveau humain, il fonctionne un petit peu comme un muscle avec différentes zones qui vont gérer certaines fonctions de votre intellect. Par exemple, la partie postérieure de la tête va plutôt gérer l'aire visuelle, alors que ce qu'on appelle le lobe temporal sera celui de la mémoire et le lobe frontal celui de la décision. Et en réalité, dans le cerveau humain, il y a une zone qui s'occupera de la concentration, qui consiste à focaliser l'ensemble de ses sens sur une chose précise, et une autre zone qui, elle, s'occupera de la distraction, qui consiste à être ouvert à tout type de stimulation extérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux zones-là sont véritablement antagonistes. De la même manière, en fait, pour ceux d'entre vous qui vont à la salle de sport, que le biceps et le triceps. Et d'ailleurs, c'est très rare de voir quelqu'un avec un biceps autant développé que le triceps, et c'est dû au fait que plus vous pliez le bras, plus vous allez étendre votre triceps, et donc plus il va se démuscler par effet de conséquence. Et bien, entre la concentration et la distraction, c'est exactement la même chose. Plus vous musclez votre muscle de la distraction, et plus vous serez une personne distraite. Alors que plus vous musclez votre cerveau de la concentration, et plus vous serez quelqu'un de concentré. Et aujourd'hui, dans notre société, elle est faite pour les gens qui sont distraits. Avec la pub, les réseaux sociaux, les médias d'information. Et en réalité, la plupart des gens aujourd'hui ont développé une grande capacité à être distraits et une faible capacité à être concentrés. Or, c'est uniquement la concentration qui vous permettra de mémoriser à grande vitesse. Concept numéro 2, ce qu'on appelle le temps de préchauffage. Il faut savoir encore une fois que comme votre cerveau est un muscle, de la même manière que vous allez vous échauffer avant de faire un entraînement de football, votre cerveau aussi, il a besoin d'un temps de préchauffage. Et il y a des statistiques qui sont sorties et qui montrent qu'en moyenne, il est compris entre un quart d'heure et 25 minutes. Ça veut dire que grosso modo, jusqu'à ce que vous ayez travaillé pendant 15 minutes en étant 100% concentré, vous n'êtes pas encore à pleine capacité d'apprentissage et de mémorisation. Mais donc vous imaginez bien que si jamais toutes les 30 minutes, vous avez une notification qui s'affiche sur votre téléphone portable, ou que le collègue en face de vous à la bibliothèque, il se lève pour aller aux toilettes, ou que votre crush vient vous parler pour vous demander de l'aide sur un devoir, eh bien ça va complètement détruire votre concentration. Parce que toutes les 30 minutes, votre cerveau va réentraîner la partie de la distraction et donc étirer la zone de la concentration. Et c'est la raison pour laquelle certains étudiants vont passer 8 heures par jour à la bibliothèque, alors qu'en réalité, ils n'ont travaillé efficacement que quelques heures. Troisième concept, toujours faire le lien et comprendre le mécanisme. Afin de favoriser la mémorisation d'informations, il faut absolument que vous compreniez ce que vous apprenez. Si jamais par exemple vous avez appris que quand on est énervé, la tension artérielle augmente, mais que vous avez jamais vraiment compris pourquoi ça se passait comme ça à l'intérieur du corps humain, eh bien il y a très peu de chances que vous vous en rappeliez sur le long terme. Imaginez que l'apprentissage, c'est un petit peu comme une forêt, et chaque élément que vous allez apprendre est un arbre à part entière. La seule manière de faire en sorte que ces arbres ne disparaissent pas, c'est que les racines qui sont sous terre se lient entre elles le plus possible, et que vous puissiez faire des ponts entre vos cours d'histoire-géographie et vos cours de sciences physiques. Ça va permettre de renforcer les connexions synaptiques à l'intérieur de votre cerveau, et ça va favoriser un apprentissage sur le long terme. Et enfin, quatrième concept, dans l'apprentissage, il y a toujours 4 étapes. La première, c'est l'inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Par exemple, quand
quand on est tout petit et qu'on voit nos parents conduire une voiture, on n'a pas conscience qu'on ne sait pas conduire une voiture. Et typiquement, peut-être qu'avant de tomber sur ma chaîne YouTube, vous ne saviez pas que vous n'aviez pas de patrimoine, parce que vous ne pensiez même pas que ça existait. Ensuite, en s'intéressant, on va passer vers le statut de consciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on ne sait pas faire. C'est typiquement l'âge de 8-10 ans quand on voit nos parents enchaîner les vitesses dans la voiture et qu'on comprend qu'on n'est pas capable de le faire. Ou c'est typiquement en regardant les vidéos de cette chaîne YouTube et en prenant conscience qu'on n'est pas capable d'acheter un bien immobilier. Puis ensuite, pour les plus motivés d'entre vous, vous allez passer au statut de consciemment compétent. C'est-à-dire que vous allez savoir faire, mais vous aurez besoin d'une grande concentration et ça provoquera une grande source de stress à l'intérieur de vous. C'est ce début quand on apprend à conduire, qu'on regarde les angles morts, qu'on débraye, qu'on passe la vitesse. Et tout ça demande énormément d'énergie et de concentration. De la même manière que la première fois que vous allez acheter une action sur les marchés financiers, ça vous pompera énormément d'énergie et ce sera très stressant. Puis ensuite, en insistant et en développant une méthodologie, une recette de cuisine, vous pourrez devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que vous allez faire sans vous en rendre compte. Vous allez typiquement vous balader dans une rue et commencer à regarder les immeubles autour de vous. Parce que votre cerveau aura établi des connexions synaptiques, elles sont tellement fortes qu'elles seront devenues automatiques. Et c'est pour ça que le 10e bien immobilier est beaucoup plus facile à acheter que le premier. Leçon de vie numéro 2, le corps et l'esprit font partie du même système. On a tous eu un pote au collège ou au lycée qui était vraiment une machine de guerre en sport, mais vraiment une buse en mathématiques. Et à l'inverse, on a toutes connu cette personne qui a un avion de chasse en mathématiques, mais qui est incapable de faire une roulade en cours de gym. Et tout ça alors qu'en fait, de nombreuses études ont démontré que pour être vraiment performant, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que le corps et l'esprit font partie d'un même système cybernétique, avec une vraie relation neurologique entre l'état de ce qui se passe là-haut et de ce qui se passe en bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'une personne déprimée, elle aura tendance à marcher avec les épaules en avant et à baisser le regard vers le bas. De la même manière qu'une personne atteinte d'une maladie auto-immune ou d'un cancer, elle aura tendance à ne pas avoir énormément de morale. Et d'une manière complètement différente, quelqu'un qui a énormément de confiance en lui, il aura tendance à marcher très droit, les épaules en arrière, le buste en avant et arborer un grand sourire. Et aujourd'hui sur YouTube, vous trouverez des tonnes de vidéos qui traitent du mindset, de la psychologie de la réussite et comment se caler pour le succès. Alors que beaucoup de personnes oublient l'importance du corps dans tout ça. Et pour entretenir vos capacités corporelles, il y a 3 principaux domaines auxquels vous devez veiller au grain. Premier domaine, le sommeil. Et j'aurai 3 règles de base pour vous pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Première règle, soignez son environnement. Dites-vous que pour vous endormir, votre corps a besoin de baisser en température. Et c'est pour ça que la plupart des études montrent qu'il faut se coucher dans un environnement froid, voire même ne pas mettre de chauffage dans votre chambre. Pensez également à dormir dans un environnement qui est privé de toute lumière, qui aura tendance à exciter votre rétine et provoquera l'effet inverse de ce que vous souhaitez en allant vous coucher. Deuxième règle, respectez votre chronobiologie. Dites-vous que le corps humain, il fonctionne comme une grande horloge et que le sommeil, lui, il est calé sur des cycles de 90 minutes. Et c'est pour ça que pour avoir un sommeil le plus performant possible, il faut toujours dormir un multiple de 1h30. Donc soit 6h, soit 7h30, soit 9h de sommeil. Si jamais vous vous réveillez entre ces cycles, vous aurez tendance à être dans une phase de sommeil profond et ça vous demandera beaucoup plus d'énergie pour vous réveiller que si vous êtes dans une phase de sommeil léger, qui elle apparaît toutes les 90 minutes précisément. Troisième règle, évitez les stimulations qui elles vont vous empêcher de vous endormir. On peut penser aux écrans avant de se coucher, mais également au thé et au café que vous pourriez boire à partir de 16h l'après-midi. Et énormément de gens boivent du café l'après-midi ou en début de soirée en pensant que ça n'a aucun impact sur le sommeil parce que ça ne les empêche pas de s'endormir. Alors qu'en réalité, ça dégrade très grandement leur cycle de sommeil et baisse la quantité d'énergie qu'ils vont renouveler pendant le sommeil. Deuxième domaine sur lequel vous devez veiller au grain, le sport. L'activité physique, c'est probablement le plus grand pourvoyeur d'oxygène pour votre cerveau. Ça va vous permettre de lutter contre la dépression, d'éviter de prendre du poids et d'augmenter vos niveaux de bonheur. Peu importe ce que vous souhaitez faire dans la vie, dites-vous que c'est un sport de haut niveau et que comme tout sportif, il faut se préparer. Je vous conseille donc, même pendant vos études, d'essayer de réaliser entre 2 et 3 séances de sport par semaine, en alternant du sport en charge comme de la musculation et du sport un peu plus cardio comme de la course à pied. Troisième domaine, l'alimentation. Aujourd'hui, il a été prouvé par la science que le meilleur régime pour la performance intellectuelle, c'est le régime méditerranéen, qui est constitué d'une grande partie de légumes et de crudités. Mais au-delà de ça, en fait, c'est des petites règles de base toutes simples qui vont directement impacter votre productivité si jamais vous ne les respectez pas. Par exemple, moi j'avais un pote à la fac, son père était boulanger et lui, il était capable de manger une baguette en entier entre midi et 2. Mais du coup, quand on retournait à la bibliothèque à 14h,
évidemment, il avait qu'une seule envie, c'est faire la sieste. Parce qu'en ayant ingéré autant de quantité de sucre dans son estomac, l'ensemble du sang qui circule dans ses vaisseaux, il va directement au niveau du système digestif et pas du tout au niveau du cerveau. Alors ça peut vous paraître logique, mais posez-vous la question, le nombre d'étudiants qui mangent des burgers, des pizzas, des frites ou encore du pain et du fromage entre midi et 2. Leçon numéro 3, choisir son combat. Dans la vie, retenez qu'il y a 4 manières différentes de gagner de l'argent. Et l'une d'entre elles vous correspond forcément plus que les autres. Première méthode, être salarié, qui va consister à vendre votre temps contre de l'argent. Vous aurez à suivre les consignes d'un patron et pour ça, vous pouvez faire des études pour être un salarié qualifié ou alors ne pas en faire du tout afin de travailler le plus vite possible. Vous aurez des horaires à respecter, mais quand vous fermerez votre ordinateur et rentrerez à la maison, vous n'aurez rien d'autre à faire. La deuxième façon, l'entrepreneuriat, qui va consister à vendre une solution plus ou moins efficace pour un problème plus ou moins important à un prix plus ou moins cher. L'entrepreneuriat va consister à créer votre propre modèle et vous aurez un vrai rôle de coordinateur sur vos équipes. Un bon entrepreneur, il faut qu'il ait des connaissances en marketing, en comptabilité, en ressources humaines, en gestion de produits, tous les secteurs de l'entreprise puisque c'est lui le patron. C'est typiquement le secteur où faire des études vous apportera pas forcément grand chose alors que le passage à l'action sera lui beaucoup plus salvateur. Troisième façon de gagner de l'argent, le statut de profession libérale. Vous êtes un expert d'un domaine et vous vendez une compétence ou un acte contre de l'argent. On peut penser au métier d'avocat, de notaire, de médecin ou encore de comptable. C'est un modèle qui est un petit peu à la croisée des mondes entre le salariat et l'entrepreneuriat. Parce qu'une profession libérale, il y aura sûrement des pans d'entreprise qu'elle n'aura pas à gérer dans son domaine d'activité. Par exemple, en tant que médecin, je n'ai absolument rien à gérer sur le plan marketing. C'est même quelque chose qui ne se fait pas du tout. Et au cours de ma carrière, j'aurai peut-être 2 ou 3 salariés maximum. Et enfin, quatrième façon de gagner de l'argent dans la vie, l'investissement, qui va consister à placer son argent dans un actif qui va prendre de la valeur au fil du temps et vous rapporter de l'argent sur le long terme. Et pour moi, dans la vie, en fonction de votre tempérament, de votre appétence pour le risque et l'adrénaline, ou encore l'envie ou pas de diriger des hommes, il y a forcément une manière pour laquelle vous êtes prédestiné. Et surtout de votre profil intellectuel, plutôt orienté mémoire et process, ou alors créativité et recherche de solutions. Vous ne pouvez être excellent que dans une seule de ces 3 catégories. Et quand je dis excellent, ça veut pas dire le meilleur, ça veut dire le top de ce que vous êtes capable de faire. Et donc je vous invite à orienter vos études en fonction bien sûr de ce que vous aimez faire, de ce qui vous fait plaisir et de votre passion, mais aussi en fonction du domaine dans lequel vous pensez pouvoir faire mieux que la moyenne. Personnellement, le système de l'entrepreneuriat, c'est un système qui ne me convient pas du tout. À titre personnel, je prends pas beaucoup de plaisir à diriger une équipe et il y a certains aspects fondamentaux de n'importe quel business, comme le marketing, qui ne m'attirent pas du tout. À l'inverse, j'ai une excellente capacité à mémoriser de l'information très rapidement et à appliquer une recette de cuisine de la meilleure manière possible. C'est pour ça que le statut de profession libérale est celui qui me colle le plus à la peau. D'autant plus que je prends énormément de plaisir à travailler seul plutôt qu'accompagné. Et je pense qu'il faut pas hésiter à être honnête avec soi-même et à dire ce qui plaît et ce qui plaît pas et orienter son parcours en fonction. Et tout ça, ça nous amène à la 4e leçon. L'investissement est la seule et unique manière de devenir libre financièrement. Aujourd'hui, c'est la mode de l'entrepreneuriat par exemple. Et vous en trouverez à toutes les sauces sur internet. Notamment parce qu'on va vendre des mecs comme Steve Jobs, Elon Musk ou encore Marc Simoncini, qui sont les amis des exceptions dans le domaine. La plupart des entrepreneurs, c'est la boîte de plomberie au coin de votre rue ou le boulanger de votre village. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est certes qu'il est plaisant et que vous n'avez pas de patron, mais qu'il n'y a pas de domaine où vous êtes le plus esclave de votre travail. Un salarié, il doit certes obéir à un patron, mais quand il rentre chez lui, il a fini sa journée de travail. Alors qu'un entrepreneur, il travaille 24 heures sur 24. Surtout s'il souhaite faire mieux que ses concurrents. Parce que c'est une manière de travailler qui demande tellement d'énergie et d'espace mental qu'il faut savoir avant que se lancer que vous allez devoir dédier une grande partie de votre vie à ça. La profession libérale, c'est un statut un petit peu intermédiaire. Parce qu'en réalité, en tant qu'expert, vous allez vendre vos compétences et vous ne dépendez pas de Pierre-Paul Jacques pour augmenter vos revenus. Donc plus vous avez d'expertise et plus vous vendez un certain nombre de cette expertise et plus vous allez gagner de l'argent. Mais moi, je vais vous dire, le vrai revenu passif, celui qui est vraiment arrivé sur votre compte en banque sans avoir besoin de travailler, c'est celui de vos investissements. L'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, le private equity, peu importe le modèle, le principe reste le même
acheter des actifs à un prix inférieur de leur vraie valeur, les garder sur le moyen long terme et encaisser généreusement les loyers, les dividendes ou la plus-value le jour où vous les revendrez. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique en détail de A à Z comment devenir investisseur en 2023. Et en réalité, pour ce qui est de l'investissement, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la formule mathématique suivante: grand P égale petit r fois grand R. Votre patrimoine, c'est égal à vos revenus multipliés par le rendement que vous êtes capable d'en tirer en investissant. Et le patrimoine, c'est la somme d'actifs que vous allez détenir qui va vous permettre de gagner de l'argent en dormant. Et donc, vous l'avez compris, plus vos revenus sont importants, que ce soit en étant salarié, entrepreneur ou une profession libérale, et plus vous êtes capable de placer cet argent à un rendement élevé sur la durée, et plus votre patrimoine va augmenter à la hausse. Et l'investissement, c'est une opportunité qui est incroyable. Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin de travailler des années avant d'avoir des résultats, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances ultra poussées dans le trading ou je ne sais quoi, pas besoin d'être architecte pour faire de l'immobilier, pas besoin d'être trader pour investir sur les marchés financiers et vous n'avez pas besoin d'inventer un concept révolutionnaire. Le secret de l'investissement, c'est d'appliquer la méthode qui a fonctionné et qui fonctionnera pendant encore des centaines d'années. Leçon numéro 5, développer une tchatch irrésistible. Et j'entends par tchatch l'art oratoire et l'expression à l'oral. C'est pour moi une des plus grandes compétences que je vous invite à développer le plus tôt possible. Ça vous permettra de défendre vos idées ou un projet, mais aussi d'influencer quelqu'un à faire ce que vous avez envie qu'il fasse. À titre personnel, ça m'a permis de faire des coups de folie dans l'immobilier, de sympathiser avec les bonnes personnes et d'orienter leurs pensées dans la direction qui m'arrange. Et en général, quand on a 18 ans, on s'en rend pas compte, mais pour négocier un tarif avec un fournisseur, obtenir un financement bancaire pour sa maison, baisser la facture de révision de sa voiture, ou encore demander une promotion au travail, plus vous allez maîtriser la discussion et plus vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, pour moi, dans la communication, il y a une règle absolue que j'aurais aimé connaître à 18 ans. Toujours garder à l'esprit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la manière dont vous voyez le monde qui vous entoure n'est pas ce monde véritable. Et peut-être que derrière moi, vous voyez un mur en bois plutôt marron, alors que quelqu'un d'autre va le voir plutôt beige. Et en réalité, aucun de vous deux n'a tort. Et c'est plutôt que vous avez tous les deux raison. Alors imaginons que vous n'êtes pas d'accord avec vos parents sur votre projet de vie, que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat le plus rapidement possible, alors que eux préféraient que vous fassiez des études et que vous soyez un gentil salarié bien à sa place. C'est d'ailleurs le combat qui vous concerne sûrement si vous regardez cette vidéo. Eh bien, cherchez plutôt à comprendre la carte du monde de vos parents. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs peurs? Et commencez par les écouter plus que de parler. Et une fois que vous avez compris comment ils fonctionnent, alors décidez de créer un chemin dans la discussion pour les amener de leur point de vue à un point de vue intermédiaire et petit à petit à votre point de vue. C'est véritablement la meilleure manière de communiquer que de comprendre la carte du monde de la personne qui est en face de vous et de l'amener à faire évoluer son modèle plutôt que de la réprimer, de l'écraser et de vouloir la détruire pour qu'elle adhère à la vôtre. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Leçon numéro 6, savoir se mettre en difficulté. Ça rejoint un peu le dicton qui dit que des choix faciles mènent à une vie difficile, alors que des choix difficiles mènent à une vie plutôt facile. Eh bien ça, c'est vrai. Et ce dicton, il repose sur un fait scientifique qui a été complètement oublié de la société actuelle. C'est toujours dans l'inconfort que le plus grand nombre de connexions synaptiques vont se créer. Et donc c'est toujours dans l'inconfort que vous allez le plus progresser, quel que soit le domaine. À titre personnel, dans mes stages en médecine, c'est toujours dans ceux qui étaient le plus compliqués, avec un chef de service qui nous expliquait pas trop comment ça fonctionnait, qui était pas forcément très présent et qui du coup obligeait à se débrouiller tout seul alors qu'on était encore jeune et qu'on ne savait pas faire. Ça m'a obligé à trouver les solutions par moi-même, à trouver le bon traitement pour le bon patient et surtout à m'appliquer très fort pour ne pas faire de conneries. Alors que si on m'avait donné la solution tout crue dans la bouche, j'aurais jamais réfléchi et du coup la connaissance serait beaucoup moins vivace. Mais savoir se mettre en difficulté, c'est tout un art. Et ça dépend en fait de deux paramètres qui sont votre niveau de compétence d'une part et la complexité de la tâche que vous avez effectuée d'autre part. Et ça donne un schéma qui ressemble à celui-ci avec différents espaces. Si jamais votre niveau de compétence est bien plus élevé que la complexité de ce que vous êtes en train de faire, bah factuellement vous allez vous faire chier. Alors qu'à l'inverse, si la tâche est beaucoup plus dure que votre niveau de compétence, vous allez passer en surchauffe, vous allez paniquer, perdre votre moyen et avoir tendance à abandonner.
journée. Et il y a une zone qui est centrale qu'on appelle l'état de flow, qui est l'état dans lequel vous avez une bonne balance entre votre niveau de compétence et la difficulté de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de course à pied et que demain je vous demandais de courir un 10 km en moins de 40 minutes, il est fort probable que vous arriviez pas au bout et que vous abandonniez parce que vous vous êtes démotivé devant le chronomètre. Et c'est donc les personnes qui arrivent à se maintenir dans cette zone de flow, et ce de manière constante sur la durée, qui réalisent les meilleures performances. Leçon numéro 7, on peut tout avoir, mais pas tout de suite. La plupart des gens vous diront que pour être fortuné, il faut travailler 90 heures par semaine. Et que donc pour réussir financièrement, il faut sacrifier sa vie de famille et sa vie de couple. Qu'on peut pas avoir une vie de famille épanouie et en même temps beaucoup d'amis. Que pour réussir, il faut sacrifier tout le reste et dédier sa vie à ça. Moi, je vais vous le dire, vous pouvez tout avoir, mais pas tout de suite. Construire la vie de vos rêves, ça prend du temps. Et de la même manière que pour construire une maison, vous pouvez pas faire les fondations et en même temps installer la baignoire de votre salle de bain. Ça vous paraîtrait d'ailleurs complètement illogique. Eh bien en fait, c'est exactement la même chose dans la vie. Et vous pouvez avoir une maison avec un garage souterrain, une très jolie baignoire, une très jolie cuisine, des très jolis extérieurs et de magnifiques chambres. Simplement, vous ne pouvez pas construire ces différents aspects en même temps. Et en réalité, la plupart des gens qui vous diront le contraire, que c'est pas possible, que c'est trop dur. Mais si c'était facile, est-ce que tu crois pas que tout le monde l'aurait déjà fait? En réalité, ils sont probablement jaloux, frustrés ou malheureux. Et peut-être même les trois à la fois. À titre personnel, quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, j'ai perdu des amis qui se sont mis à raconter les saloperies sur moi. Même des membres de ma famille, des collègues de travail qui ont complètement changé leur attitude envers moi. Et même des collaborateurs qui m'ont immédiatement demandé 2 fois plus de rémunération. Alors que pourtant, je suis exactement la même personne et je fais les mêmes projets avec la même envergure. Mais simplement, le fait de le dire publiquement sur Internet, la plupart des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui au fond d'eux pensent être une merde, vont vous reprocher à vous d'avoir trop de confiance en vous ou d'avoir trop de résultats par rapport à eux. Et personnellement, j'aurais aimé à mes 18 ans que quelqu'un m'explique que quoi que je fasse dans la vie, si ça sort de la moyenne, je serai toujours critiqué. Et ça parce que l'être humain, il préférera toujours dénigrer un modèle qui est différent du sien, plutôt que se remettre en question et se dire qu'est-ce que je pourrais copier chez ce mec pour obtenir la vie que j'ai envie d'avoir. Donc gardez toujours à l'esprit que si vous faites des choses hors du commun dans votre vie, il faut que vous soyez blindé contre la critique et la méchanceté. Parce que comme le disait Jacques Brel, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens bêtes. Et les gens bêtes, c'est pas de leur faute. Donc voilà pour ces 7 leçons de vie que j'aurais aimé connaître à 18 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et peut-être que vous en auriez une supplémentaire. N'hésitez pas à m'indiquer également s'il y a une de ces 7 leçons de vie que vous aimeriez que je développe un petit peu plus dans une vidéo complète dédiée à ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.